toi, en petit gars, là, le train, ça te faisait rêver ou c'était quoi dans ta vie? Le train, moi, mon grand-père était patron sur une ligne de chemin de fer privé qui s'appelait le TNVR, qui allait chercher du bois de pulpe, peut-être une quarantaine de kilomètres passés du Hamel. Puis, souvent, j'allais avec mon grand-père. Je passais mes étés souvent à me voyager là, en train, soit dans l'engin en avant ou on appelait ça le dernier wagon en arrière, la vanne, on appelait ça la vanne. C'était une cabine toute rouge. Puis, Mais là, t'avais quoi, 7-8 ans? Oui. Puis c'est ton premier contact, là, vraiment, avec les machines, là, Ouais. que t'as trippé toute ta vie, finalement? Ben, je veux dire, c'est... on allait à la pêche là-dessus, parce qu'on avait un camp de pêche, mon père, puis la famille Lafleur, puis il y avait un camp de pêche là-bas, puis le seul moyen de transport, c'était d'y aller par le train ou les petits véhicules jaunes qu'on voyait ces voies ferrées. Là, on embarquait peut-être 4-5 là-dessus, puis on mettait... il y avait un trailer en arrière, puis on embarquait le manger, puis tout ça là-dedans. Mon père, c'était un maniaque de hockey. À l'époque, probablement, moi, plus jeune, lorsque je suis venu au monde, je ne sais pas si on avait une télévision à la maison, là. Mais moi, à l'âge de 5-6 ans, c'était une télévision noir et blanc, puis on écoutait les matchs de hockey, mais mon père écoutait tous les matchs à la radio. Il n'a jamais joué au hockey de sa vie, là. Je pense que je jouais une fois au hockey, puis c'est contre nous autres, les pères et fils, puis oui. J'avais eu, à cette époque-là, en 62, je crois, pendant le temps du carnaval de Tursault, on avait fait un match, les pères contre les jeunes, puis oui, puis j'avais eu un contre lui, puis il avait de la misère à patiner, puis il m'a arrêté. Ça, il m'en a parlé, par exemple. Quand est-ce que tu t'es senti le plus proche de ton père, toi? Puis je suis parti à 14 ans de chez nous, tu sais, j'ai pas... en esprit, j'étais près de lui, mais en tant que corps humain, là, on était éloignés. Mais y a-t-il un moment où je sais pas, y a-t-il une façon qui t'a touché, qui t'a parlé, que t'as... Ce moment-là, là, que tu t'en souviens encore, que tu dis, là, j'étais proche de lui. Il n'y a pas besoin de me parler. Il n'y avait pas besoin de te parler. Non, il n'y a pas besoin de me parler. Les remparts, comment c'était les remparts? Surtout, t'as fait 3 ans avec les remparts? Ben, c'est 2 ans, parce qu'avant ça, c'est les Arts juniors qui a changé de nom pour les remparts. Changé de nom. Mais ta dernière année, là t'étais le dieu à Québec, là. Puis t'avais quoi, 19 ans? Oui. Comment ça se vit, ça? Moi, je veux dire, moi, j'ai toujours fait partie de la gang, dans le fond. Quand je parle de la gang, je parle de l'équipe, je parle des fans. C'était une grosse famille, puis... Tu te sentais pas à part? Non, pas du tout. Je me suis jamais senti... Au-dessus? Au-dessus de ce qui se passait. Puis j'ai jamais voulu non plus me sentir comme ça. Est-ce qu'à 19 ans, quand on est la super vedette des remparts, mais vraiment la super vedette, là, c'est quoi mener une vie normale? Ben, c'est comme... Quand toutes tu les allais au gens. restaurant, tout le monde à Québec, tu ne devais pas pouvoir payer au restaurant, tu pouvais pas... Non, mais tu devais être accueilli partout. On était accueillis partout. Je veux dire, ben, c'était toute l'équipe qui était comme ça. Il n'y avait pas juste moi. On allait au restaurant Cendrillon à Québec, chez un de mes amis, Jean-Yves Doyon. Puis toute l'équipe se tenait là, les fans se tenaient là. Pour nous autres, c'est tous les jours, c'était comme ça, là. Maurice C'est Fillon, comme une- te prenait-tu à part des fois ou bien... Tu sais, Non. Maurice te traitait comme les autres? C'était comme les autres, parce que je me souviens qu'un soir, c'était... on jouait à Rosemont. Puis c'était le 24 décembre, je crois. On avait perdu le match. Puis moi, je devais m'en retourner avec mon père pour passer la journée de Noël à Tursault. Puis Maurice Fillon m'avait dit que on pouvait pas y aller parce que le lendemain, on pratiquait.
Ça fait que moi, j'ai dit non. Moi, j'ai dit l'entente, c'était que je m'en allais passer le Noël chez mon père et ma mère. Je m'en vais chez mes parents. Il dit, écoute-moi bien, il dit, si t'es pas sur la glace à 10 h demain matin, ça va aller mal. Je suis descendu quand même à Thurso, puis... Après la partie, après la l'après-midi. partie. Là, on a jasé un petit peu, puis là, mon père, puis il y avait Normand Chouinard, à l'époque, qui vivait en pension chez nous, qu'on appelait la Chouine. Ils ont essayé de me raisonner, ils disaient, écoute, c'est les capitaines d'équipe, c'est pas un exemple. Je lui ai dit, écoute, moi, il m'a dit, si je pouvais y aller, on n'a pas dit si on gagnait ou si on partait, tu sais. Ça fait qu'on est parti à 4 h du matin, on a remonté à Québec. À 10 h, j'étais sur la glace. Est-ce que c'est à cette période-là où... Comment te souviens, as-tu des souvenirs clairs de ce qui s'était passé avec St. Catharines à la Coupe Memorial? St. Catharines, on avait commencé la série là-bas à St. Catharines, ça avait brassé pas mal. Puis on était retourné à Québec. Le premier match, je pense qu'on avait gagné un match à Sainte-Catherine, c'était 1-1 dans la série, puis on est retourné à Québec. Puis on avait gagné le deuxième match. Puis là, ça avait vraiment brassé. Puis c'est là que Sainte-Catherine a décidé de ne pas jouer les autres matchs. Ils sont retournés chez eux parce qu'ils avaient peur de la foule. Supposément de la foule. Ouais. Ça, c'est Marcel Dionne qui jouait pour Sainte-Catherine. Marcel Dionne, il y avait Pierre Guité à l'époque, les gars qui jouaient. Il y avait vraiment une bonne équipe. On les a prouvé qu'on était capable de les battre. Vous auriez gagné de toute façon. Mais à l'époque, Marcel Dionne, c'était perçu comme ton... C'était pas ton adversaire, mais vous étiez en compétition pour... De Marcel, on a toujours été en compétition. Ça recule de l'âge de 10 ans, 12 ans, 13 ans, 14 ans. Ah ouais? Dans un tournoi. Marcel, il jouait à Drummondville, mais j'entretiens des jeunes de Rosemont. Je pense qu'il faisait venir Marcel pour y se pacter un club, dans le fond. C'est ce qu'il faisait. Pour aller faire des tournois dans la région de l'Outaouais, dans la région d'Hawkesbury. Puis je me souviens, Marcel, à un moment donné, était venu à Hawkesbury, puis on les avait battus, les Rosemont. Puis on a toujours été en compétition, à exception de lorsqu'il est allé jouer à Sainte-Catherine. Et moi, j'avais décidé d'aller à Québec, mais là, Oui, mais vous étiez en compétition pour celui qui serait Numéro 1, oui. le Repêché numéro 1 numéro au 1. repêchage. Ouais. Est-ce que le Canadien t'avait prévenu à l'avance que tu serais repêché? Non. Moi, Comment ça s'est passé, là? Dans ce temps-là, c'était pas comme aujourd'hui, là. nous autres, Vous étiez pas, dans la dernière année, c'était entre moi et Marcel Dionne. Il y avait aussi Richard Martin, il y avait Jocelyn Guévremont. Il y avait quand même de très bons joueurs qui étaient en liste pour, dans les 5 premiers choix. Si on regarde les 5 premiers choix, puis c'était entre moi et Marcel Dionne. Puis le premier choix appartenait à Oakland à l'époque. Puis moi, je voulais pas aller jouer à Oakland, là. Surtout t'expatrier aussi loin. Tu parles pas anglais. Puis mon père, son équipe, c'était le Canadien. C'est que je souhaitais énormément d'être repêché par le Canadien. Mais ils t'ont jamais approché. Ils t'ont jamais... Claude Ruel n'est pas allé te voir. Il y a personne n'est allé te voir Non, pour te dire... moi, j'ai jamais vu... Puis comment tu l'as appris? Mais je l'ai appris peut-être... Parce que c'était pas à télé dans ce temps-là, là, le je l'ai repêchage. appris peut-être, je dirais, là, un mois avant le repêchage, que possiblement le Canadien me repêcherait parce qu'il attendait de faire un deal, un échange pour avoir le premier choix. Et là, tu es repêché par le Canadien. Bon, dans l'été, il se passe quoi? Dans l'été 71-72, je travaillais pour Molson à Québec. J'avais été engagé dans les relations publiques pour travailler pour Molson. J'ai passé l'été à me promener d'un bord et de l'autre. Tournoi de golf, traversée du lac Saint-Jean. On était sur le party. Mais là, tu étais déjà maintenant le futur, le grand gars du Canadien. Oui. Tu sentais Maurice Richard était passé par là, Oui. Butch Bouchard, Morens. Ça, tu l'as senti. Oui. Ah, c'était spécial comme feeling. Et te souviens-tu de... Vers qui, toi, t'es allé? Étais-tu timide ou... J'étais... oui, je dirais que j'étais timide parce que avec le Canadien, lorsque je suis arrivé, moi, il n'y avait pas beaucoup de
de célibataires à l'époque. On était peut-être 3-4. La plupart, c'était tous des gars mariés, avec des enfants, des familles. Puis je veux dire, c'est impressionnant. Là. Tu embarques dans une équipe où c'est professionnel, c'est le Canadien de Montréal, puis c'est des gars que tu as regardé à la télévision pendant de nombreuses années. Alors, c'est un feeling vraiment spécial là, d'être dans une chambre, puis Jean-Claude Tremblay, Rogatien Vachon, Terry Harper, Laperrière, Frank Mahovlich, Pete Mahovlich, Yvan Cournoyer, Lamère, Savard, Lapointe. C'est-tu elle qui a pris les devants pour... Parce que les gars, d'habitude, on n'est pas pressés. Oui, parce que je sortais avec une autre hôtesse de l'air aussi. Ça fait que ça s'est su. Ça fait que ça n'a pas été une bonne affaire. Là, elle dit, écoute, pour le bien de nous deux, tu fais un choix. Là. J'ai fait un choix. Qu'est-ce qu'il a fait? Tu sais, il y a eu toutes sortes d'histoires. Il y a des gens qui ont dit tu avais enlevé ton casque protecteur, puis c'est là que tu avais débourré sur la patinoire. Mais en réalité, c'est pas ça. Mais... Le casque protecteur, là, c'est... premièrement, je pratiquais jamais avec un casque. Je jouais uniquement les matchs avec un casque. Puis c'était uniquement le temps de glace, là. Ce qui t'a permis d'éclore comme c'est le temps de glace. C'est le temps de glace? Oui. Je jouais sur mon trio régulier. Parfois, je jouais sur un deuxième trio, puis sur le jeu de puissance. C'est ça qui m'a permis de prendre confiance. Mais puis... comment ça s'est passé? À ta 4e saison, Bowman t'a dit, il t'a pas parlé. Il t'a pas dit tu vas jouer plus. Il t'a pas dit je compte sur toi. J'ai eu un meeting avec Scotty à l'époque pour me dire qu'il était pour m'utiliser plus. Première fois que tu as eu un vrai meeting avec Scotty, c'est là? Oui. Comme quoi que je n'étais pas jouer plus, je n'étais pas jouer ces jeux de puissance, peut-être sur un deuxième trio. Alors, j'étais content. Ça, c'est l'année ça, que j'avais signé mon contrat de 10 ans, là, en 73. Là. Et là, donc, dès le début de la saison, c'est là que tu as vraiment pris confiance, là, que tu t'es senti... Quand tu as du temps de glace, c'est là que tu prends confiance, puis tu joues sur un trio régulier, toujours avec les mêmes joueurs, ça aide énormément. Puis plus tu performes et plus tu prends de l'assurance, puis plus tu es sûr de toi-même aussi. Puis, Mais à l'intérieur, là, quand est-ce que c'est vraiment devenu là, le Guy Lafleur que tu rêvais comme joueur? 4e année. 4e année? Ouais. Là, à un moment donné, là, tu as pris... Là, il n'y a plus rien qui pouvait t'arrêter. Non. Là, je suis heureux. Là, tu es heureux. Oui. Et là, c'est cette année-là que ta première saison de 50 buts, hein? Oui. Contre Denis Héron, c'est tout ça? Oui. Oui. On a eu 3 fois contre Denis. 3 fois contre Denis Héron. Et moi, j'ai été témoin. Tu avais l'air toujours à l'aise avec les médias. Ça n'avait pas l'air à te mettre une pression. Les demandes du public et des médias, ça n'avait pas l'air à t'affecter. Mais ça ne m'a jamais dérangé parce que j'ai toujours respecté le travail que les médias avaient à faire. Puis pour moi, je vivais dans un milieu où il y avait des médias, puis il y a toujours eu des médias. Puis ils faisaient leur travail, puis moi, je faisais ce que j'avais à faire. Ces grandes années-là, là, Guy, vous avez gagné, vous avez été éliminé par Buffalo. Oui. Ta première saison de 50 buts, vous avez été éliminé par Buffalo. Ça, je me souviens de ça. L'année d'après, vous avez gagné la première des 4 coupes à Philadelphie. Là, tu étais vraiment une moyenne. Là, tu étais la star de la Ligue nationale. Là. Si moi, je me rappelle, là, je veux dire, là, tu avais atteint le statut. Tu as fini premier compteur cette année-là. Oui. As-tu commencé à un moment donné à ressentir le respect des adversaires vis-à-vis de toi? Tu sais, à un moment donné, tu atteins un statut, là, qu'on dirait que même s'il te donne la mise en échec, même si il faut qu'il gagne contre toi. Je pense que tu vas chercher, moi, le respect, je pense. C'est sûr qu'au début, il faut que tu fasses ta place, puis tu vas te faire essayer, les joueurs vont te tester ou ils vont essayer de t'écœurer sur la patinoire en essayant de t'intimider, des choses comme ça. Mais dépendamment de la personnalité de la personne, moi, j'ai jamais été une personne
Quand il voyait promener un joueur sur la glace, même s'il m'appelait toutes sortes de noms, je l'écoutais pas. Tu sais, dans le fond, je faisais ce que j'avais à faire, puis... Comme arrive à un moment donné où ça arrête, ces noms-là, hein? De toute façon, il perd son temps. Tu sais. Le joueur qui fait ça, c'est parce que il n'y a pas grand-chose à faire autre que faire ce qu'il fait là. Puis peut-être son ouvrage, c'est ça, c'est d'essayer de faire ça, mais ça va marcher peut-être avec certains joueurs, mais avec moi, ça ne marchait pas. Le respect, tu vas le chercher aussi. Première partie d'étoiles. Tu sais, je veux dire, tu rencontres la crème de la crème de chaque équipe. Puis c'est des joueurs que tu n'as pas la chance de côtoyer, à part que d'être en rivalité un l'autre lorsque tu joues des matchs. Mais lorsque tu as l'occasion de t'asseoir avec eux puis parler avec eux, c'est des gars qui... ce sont des leaders Dans leur équipe. respective. Ça fait que ces gars-là... c'est sûr que lorsqu'ils jouent contre toi, ils veulent gagner, mais c'est un bouffon qui fait partie de leur équipe. Ils peuvent intervenir à un moment donné, ces gars-là aussi, dire « Hey... » Quand vous avez gagné la Coupe Stanley en 1976, là, c'est une histoire de James Bond, quasiment. La police, c'était quoi l'histoire? Bien, je restais à Verchères à l'époque, puis Jean Béliveau m'a appelé à la maison. Moi, j'avais été faire la pratique le matin, parce qu'on jouait le soir. Puis j'étais retourné à Verchères pour le dîner. Jean Béliveau m'a appelé pour me dire que... il dit, écoute, il faut absolument que je te voie, c'est très important. Je peux pas en parler au téléphone. Et je vais être accompagné de 2 personnes. Il est arrivé à la maison à Verchères avec deux policiers pour me dire que j'avais des menaces de kidnap. Puis que j'avais 2 choix. Soit de jouer la série ou m'en aller en Floride, puis revenir quand tout va être fini, tu sais. Puis, pour moi... Les menaces de kidnapping, il y avait eu ça par écoute électrique, hein? Oui. C'était des gamblers, dans le fond. Qui voulaient t'enlever pour demander une rançon. Non, il y avait... au tout début, il parlait de 2 personnes. Il y avait moi et Ken Dryden. Après ça, ils ont focusé plus sur moi que Ken Dryden. Là, t'as porté une ceinture avec un émetteur. Ta famille, à un moment donné, ils ont regardé. Comment ça... J'avais un détecteur là, avec une antenne qui descendait à l'intérieur du pantalon, le long de la jambe. Là, puis si jamais j'avais été enlevé ou quoi que ce soit, mais t'avais un bouton, tu mettais à on, puis les autres, avec les ondes, ils pouvaient savoir ce que t'étais. Fait que t'as joué les séries en te promenant avec un détecteur. Ouais, puis... j'ai fait ça. Ça a duré quoi, un mois et demi de temps. Ils ont pris Lise. Martin il était bébé naissant à l'époque. Ils ont pris Lise, puis Martin, ils sont allés rester au Bonaventure avec un garde du corps, puis moi, j'étais à Verchères avec 2 policiers dans la maison. Si vous aviez réussi à garder ça confidentiel jusqu'après les séries. Oui. Est-ce que, dis-moi, pourquoi est-ce que Boston, ça a toujours été spécial dans la tête des gens? Tu avais Bobby Orr, Eric Sanderson, il y avait vraiment là, Wayne Cashman, Watson qui était là. Tu avais une équipe, eux autres, ça a toujours été une rivalité, là, Canadien-Boston, même des années 50. Canadien... T'as toujours aimé ça, aller jouer à Boston, hein? Oui, moi j'aimais la patinoire à Boston, j'aimais l'ambiance. Pour moi, c'était une motivation d'aller jouer là. Je me rappelle, moi, c'est John Wilson qui avait déclaré qu'il t'arrachera la coupe à la tête. Oui. C'était avant le dernier match pour la Coupe Stanley, la finale de la Coupe Stanley. C'est ça. Et tu avais répondu par 2 buts, 2 passes. Oui. Mais ma connaissance, c'est la seule fois que je t'ai vu, moi, avant de partir. Tu avais vraiment l'air dérangé par J'étais nerveux parce que je ne savais pas à quoi m'attendre parce que les gars comme Wensink, c'était des gars qui étaient là pour ça, pour se battre. Puis c'est des... ça aurait pu être un coup sournois ou ça aurait pu
nuire à ta carrière, côté blessure ou quoi que ce soit. C'est que, tu veux pas, tu penses à ça aussi, tu sais. Puis, je me souviens que Pierre Bouchard m'avait dit, écoute, toi de jouer du hockey, puis on va s'occuper du reste, nous autres. Gilles Lupien, c'était la même chose. Fait que, ça m'avait rassuré. Parce que c'était la première fois que les coéquipiers me disaient de telles choses, tu sais. Dans une situation un peu spéciale aussi, mais j'étais arrivé à Boston jusqu'avant d'embarquer sur la glace, j'étais très nerveux, mais quand j'ai embarqué sur la glace, j'étais correct. Je suis revenu au jeu parce que je pensais vraiment que j'étais capable de le faire, mais il fallait que j'aie la chance, que l'équipe me donne la chance de le faire, ce retour-là, sachant très bien que j'aurais eu des bâtons dans les roues, tu sais. Mais pour moi, c'était pas une vengeance, le retour au jeu. C'était pas pour prouver aux gens qui étaient à la direction que j'étais capable de jouer encore. C'était pas ça du tout. C'était pour essayer d'avoir la fin de carrière que je rêvais, essayer de l'avoir. C'était pour réécrire le Puis chapitre. de me remettre sur la map aussi. C'est surtout ça. Dans le cœur des gens, tu veux dire te remettre sur la map dans le sens de... Dans le cœur des gens, dans le public, parce que, tu sais, il y a beaucoup de tort qui s'est fait alentour, il y a eu beaucoup de candidatons. Et pour moi, c'était toute de la fausseté. Je ne suis pas une personne parfaite, j'ai des défauts et des qualités, mais ce que j'ai entendu de certaines choses qui circulaient, c'était pas vrai. Ton dernier match avec les Nordiques, là, tu savais que c'était le dernier. Oui. Ça veut dire que tu l'as vécu dans la sérénité. Oui. Je savais que c'était le dernier parce que j'avais signé un contrat de 2 ans en tant que joueur. Puis 2 ans dans l'organisation. J'avais un contrat de 4 ans. J'aurais peut-être aimé ça jouer une autre année. Mais je voyais que c'était correct aussi. Ça, cette fois-là, tu es parti en paix. Oui. Fait que, on va commencer avec le plus vieux, par rapport à moi. Guy, le premier souvenir que tu as de Flower? Je me rappelle la première fois que Guy est arrivé avec son fameux casse rond et tout ça. Puis genre, dans ce temps-là, on t'a pas trop informé de ce qui se passait pour le repêchage. La première fois qu'il est embarqué sur la patinoire, je pensais que c'était un joueur de bowling. Puis là, je me suis rendu compte bien vite, c'était loin d'être un joueur de bowling. Disons que ça n'a pas pris de temps pour établir son talent. Guy est arrivé, était timide un peu quand il est arrivé au début, comme tous les recrues. Moi, mes débuts, je suis sûr que Régent la même chose, ainsi que Yvon. Un peu timide, mais je veux dire, pas timide sur la patinoire, la façon qu'il se comportait. Vous autres, là, vous le saviez que c'était la superstar de la Ligue nationale. Puis pourtant, vous aviez l'air... Oui, mais c'est parce que c'est son attitude. Lui, là, il était terre à terre. C'est coéquipier avant tout. Très généreux. Lorsqu'il y a quelqu'un, il demandait un autographe, tout de suite, il passait le papier, le calepin à quelqu'un d'autre pour que tout le monde le signe. Donc lui, dans sa tête, c'était l'équipe avant tout. Puis ça nous faisait sentir encore plus important, nous qui jouons avec une super vedette comme lui. Les joueurs réguliers qui avaient la chance de jouer avec lui, là, c'était formidable. Moi, j'étais avec vous autres. Je vous ai vu avoir du fun en maudit. Comment ça se fait que vous trouviez le moyen d'avoir autant de plaisir puis de gagner tout le temps? Je dis, c'est-tu parce que c'est à cause du coach? À cause de Bowman? On avait vraiment un bon esprit d'équipe. Puis je peux te dire que moi, personnellement, je regardais le calendrier, j'avais hâte d'arriver au camp d'entraînement pour être avec mes coéquipiers. On était comme des frères, une famille, on était tellement unis. On avait tellement beaucoup de plaisir ensemble à jouer, puis à l'extérieur de la patinoire, je veux dire, aller luncher, faire n'importe quoi. Tu jouais à l'extérieur de la patinoire? Non, mais on était tellement unis, l'équipe. C'est des choses peut-être que tu peux pas voir dans l'hockey d'aujourd'hui parce que c'est impossible d'avoir une continuité, garder des joueurs ensemble pendant un certain nombre d'années, que ce soit un 5 ou un 6 ans. Vous êtes 4, il y en a 2 qui sont au Temple de la Renommée, puis 2 qui ont été des solides plombiers. C'est ça. Mais en même temps, j'ai jamais senti la différence. Mais toutes les années où j'étais avec vous autres, Yvon, je veux dire... Oui, mais c'est ça. J'ai Moi, jamais je pense senti que
quand je suis arrivé avec le Canadien, vu que je suis le dernier qui est arrivé avec le Canadien, Ça veut pas l'esprit dire- ça veut pas dire d'équipe... que t'es le plus jeune, ça, par Non, exemple. non. Je suis le dernier. J'ai bien dit le dernier. Alors, quand tu arrives, la tradition, ça m'avait tellement impressionné. Tu arrives, là, puis un gars comme Henri Richard, qui parlait pas dans la chambre, il parlait sur la glace. Un gars comme Guy Lafleur, que moi, j'avais joué contre lui junior. Là, junior, dans ce temps-là, la Ligue junior majeure du Québec, il y avait 15 000 personnes à Québec. Les arénas, c'était plein partout. Il venait à Drummondville, c'était l'enfer. Puis là, tu vois un gars comme Guy Lafleur qui parlait pas dans la chambre, mais sur la glace, il voulait tellement gagner. Alors, on a été élevés comme ça. Là, tu avais un Serge Chavard, tu avais un Ken Dryden qui parlait pas trop, mais lui aussi, c'est ça. Oui. Là, tu as un Larry Robinson, tu as Jacques Lemaire, alors tu avais des... Guy Lapointe. Guy Lapointe. Alors, puis le gars qui voulait pas fitter là-dedans, je pense qu'il restait pas avec le club. Parce que les pions qu'on avait, les bons pions qu'on avait, c'était des gagnants. Puis il fallait suivre. Si on suivait pas, on perdait notre job. Quand on est arrivé à Montréal, on n'avait pas peur de s'exprimer. Que ce soit Henri qui était là, comme qui mentionnait, qui n'était pas le plus le vocal dans la chambre, mais tu disais quelque chose, tout le monde écoutait. Fait qu'à ce moment-là, tu te réassures, tu peux t'exprimer, emporter des points, mais par contre, ce que tu apportais dans la chambre, là, tu l'amènes sur la patinoire aussi. Puis C'est souvent, tu le banquettes, puis puis- souvent, après les pratiques, on allait au carabinier, après les Voilà. ex-néons. Là, les gars, ils se parlaient dans le feu. là. Exactement ça. On bien échangeait ça. beaucoup après la pratique. C'est un debriefing, si tu veux. C'est un peu ça. Quand tu as une équipe qui peut avoir là, un noyau semblable à Guy Lafleur, Jacques Lemaire, Steve Schott, un attaque à Cournoyer. 5 incroyable, avec Yvan Cournoyer qui était encore très... Il n'était pas blessé à ce moment-là. Puis tu arrives avec le Big Tree, la pointe Savard, Robinson qui arrivait dans l'alignement. Avec un gars comme Mahavlich. Ken Dryden, Les frères Pete Mahavlich. Mahavlich. On avait un noyau là, de 8 à 10 joueurs, là. Pas 3, 4. Là. 8 à 10 super joueurs. Là, après ça, Yvon est arrivé. Avec Mario Tremblay, Rice-Brown. Doug Rice-Brown. Bill Nyrup. Mais y a-tu une partie de hockey, mettons dans les années 70, là, quand vous étiez là, qu'avant la partie, vous disiez, celle-là, on n'a quasiment pas de chance de la gagner? Moi, je pense que non. Mais je peux dire qu'en 76, quand on est arrivé en finale contre Philadelphie, on embarquait dans l'autobus, tu aurais pu entendre une mouche. On arrivait dans la chambre, qu'est-ce que tu entendais? C'était « Oh, que je fais le mal! Oh, je suis pas sûr si je vais être capable de jouer à soir. » Puis là, tu avais Poitu, Pete Mahavlich, moi, on essayait de distraire la gang. On était tellement stressés, puis on voulait... Le monde, on était tellement nerveux, puis on voulait tellement les battre, que là, tout le monde, là, veut pas, tout le monde était nerveux. Et puis, je me rappelle, le premier match à Philly, durant l'hymne national, Yvan Cournoyer se promenait en arrière de nous autres, puis il nous tapait, puis là, les boys, faut y aller, les boys, faut y aller. Yvan était capitaine dans ce temps-là. Puis là, Kate Smith, elle chantait, puis moi, Yvan se promenait en arrière de nous autres. Puis là, en tout cas, ça a été, je pense, moi, le Canadien de Montréal, là, je pense que ça a été les seuls moments que on n'était pas sûr de gagner, puis il fallait être prêt en tabarouette parce que on savait qu'on s'en allait à la guerre. Mais moi, je me souviens que les meilleures parties de hockey qu'on voyait dans ce temps-là, c'est quand, tu sais, vous finissiez premier, ou bien vous gagniez en 4 parties, puis là, vous aviez une semaine de congé. Puis là, vous organisez la coupe poubelle, je pense. Ouais, le West Coast League. Puis là, ils vous divisaient en deux les clubs. Là, ça jouait. Puis là, Dryden, évidemment, les gars promettaient 10 piastres à Dryden. Mais dans ces années-là, on perdait 7 matchs, 10 matchs, 11 matchs. C'est ça. Fait que Bowman, c'était dur à Bowman. Comment je m'en fais pour les semencer? Comment je m'en fais pour les... Alors, c'était tous des petits trucs comme ça. Ouais. Puis, même, regarde, quand on allait sur la côte du Pacifique, puis on gagnait le premier, deuxième match, puis là, on arrivait à Los Angeles, un exemple. Là, les gars pensaient juste une chose. Après le match,
se tirer dans l'avion puis s'en aller à Vegas. Ah oui. Fait que là, le Flower, là, il arrivait sur le banc, le dernier chiffre, il était en train d'enlever son tape. Il se préparait déjà, tabarnak. C'est le premier dans la douche, le premier sorti, le taxi. Ah ouais, Vegas next. L'aéroport, on s'en allait à l'aéroport, on prenait l'avion de 10h, 11h. Une demi-heure. Une demi-heure. On s'en allait à Vegas. C'est ça. La nuit, puis on venait le matin pour la pratique. Faut pas dire qu'on se couchait à Vegas, c'est pour être en forme le lendemain. Non, mais dans l'avion, en tant que tel, il y avait une réglementation, là, deux bières par personne. Ça existait sur papier, ça. Deux Ouais, bières ouais, par ouais, personne. ouais. Oui, deux bières par T'es assis soir. à l'avant, toi? Non, mais toi, ouais, c'est ça. Toi, tu t'organisais en conséquence, mais il y avait une Vous réglementation. souvenez-vous de là. Flower en arrière avec la mère? Ben oui, c'est sûr. Avec quoi? La mère rentrait à la pinte de lait, puis tout amenait le 26 11 de Tia Maria. Bon, on prenait tout ça après un petit shot dans le café, après le dîner. Tu Je me buvais rappelle du de café, ça. toi? Ah, là, je t'ai impressionné aujourd'hui. Tia Maria dans le café. après T'avais pas avoir le temps de faire mangé. ça, toi. Ah, ben, voyons donc. Une belle On a eu période. des beaux voyages là, dans ces années-là. Le Canadien, comme Régent vient de mentionner. Tu sais, il y a des années, ils nous ont emmenés à Reno, Oh, oui. ils nous ont emmenés à Lake Tahoe, Ils nous ont emmenés au Mustang Squaw Valley. La chanson! Mustang Ranch, c'est une très belle chanson. Puis, tu connais la country. Tu connais le country. Puis, je pensais pas si mélomane que ça. Toi, Yvon, t'as compté ton but le plus important, c'est celui qui a éliminé Boston. Encore. Ah, je suis assez Boston est tanné encore. d'entendre parler de ce colique de Non, mais but-là. c'est lui qui l'a scoré. Ah ouais, Mais là, je te c'est à dis- cause de toi. Non, mais c'est ça. Toutes les fois que j'étais avec lui, il raconte à son monde tout le temps. T'as souvenez-vous le but que j'ai mais compté c'est la contre fleur. les Mais Blues de c'est Boston? Guy qui a ouvert le chemin pour Yvon ayant plus de qu'il soit glorieux pour une coupe d'heure. On ça, se je rappelle l'ai du tout fameux dit. Guy. C'était un des. La seule fois de ma vie, j'ai été premier avant la fleur 24 heures de temps dans la ville de Montréal. Après la game, on se ramasse dans un restaurant. Puis là, j'étais fini. Tout le monde l'emballe. Là, j'étais là, la fleur était deuxième. Là, j'étais content. Je sais pas pourquoi, le lendemain, en pratique, je suis retombé normal. Mais écoute bien, là, ce but-là, là, Yvon Lambert, là, même les 2 premières minutes de ce temps supplémentaire-là, Oh. Boston avait eu l'avantage. Dans, nous vous autres. autres, dans votre zone. Dryden, il a notre fait zone. des arrêts Dryden incroyables. avait 2 arrêts, 2-3 arrêts. Là, la rondelle venait d'enclave. là, C'était comme à bout portant. Il avait été payé pour ça. Ah ben oui, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Là, le power play, Flower. c'était Shot, Guy, la mer. shot, la mer, J'étais pas là, il y a Larry puis Larry, Larry Savard. puis Serge, probablement en arrière. probablement en arrière. Ouais. Là, Yo. les 2-3 premières minutes, là, c'est du up and down. Dryden fait des arrêts incroyables. Jules Gilbert, des arrêts incroyables. Ça n'a pas de sens. Ouais. Puis là, rendu 9e, 10e minute, moi, juste avant que je compte mon but, là, il a fait tout un arrêt. Le même jeu. Le même jeu. Mario, en tout, c'est ça. fait un arrêt. Contre toi, Gilbert. Ouais, Gilles Gilbert. Le pas garde-sang. Puis là, après, ben là, Ah, ils avaient eu le temps là, de changer. Guy va faire 2... Parce que là, notre ligne, tu sais, Bowman, comme chance. Mais il est reparti avec, avec son gros trio. Il a rembarqué Flower avec, toujours. le maire Shot Flower qui partait Sûr. tout le temps. Là. Sûr. Mais c'est ça, Chavard puis Larry Robinson qui passaient leur temps sur la Ils ont glace. dû passer 10 minutes. Ben, je te dis, sûr. mais oui, c'est ça. Là, ouais. Serge a passé presque 10 minutes. Alors, puis là, ce fameux jeu-là, Middleton rentre dans la zone, puis Savard, il a juste Pas coupé checké. le pas Ouais. checké, puis il passe à Régent, puis Régent, le brio qu'il avait, l'intelligence qu'il avait, la tête en l'air, il a passé à Mario à droite, il a juste touché. La passe était tellement raide. Je savais qu'il était là. Alors, passe, puis là, moi, quand j'ai vu que la POC s'en allait à Mario, c'est sûr, moi, c'était Le allé pour le poteau. net. Le poteau, Parce que ouais. Mario, moi, puis Mario, j'ai été 7 ans avec Mario. Oui, exactement. Fait que je savais s'il avait la chance de me la donner, il me la donnerait. En 79, même si vous avez gagné la Coupe, là, après ça, vous avez battu les Rangers. Mais sentiez-vous que le club, il y a quelque chose qui changeait? Avec Bowman, Bowman est resté, mais C'est en 80. il s'en sacrait, Bowman. 80. Il a lâché en 79, dans le fond, Ken Dryden. Ouais. Ken Dryden est parti mer, la mer, en 80. En Ken 80. Dryden, Jacques Lemaire, Serge Scotté. Chavard.
s'en Non. va, qui pense à la Non, retraite Serge, l'année d'après. L'année d'après? Serge est resté dans d'après. 80. Les Ok, trois gros mais, morceaux qui pas sont partis longtemps. en 80, Bowman. Bowman, Bowman, ouais. Ken Et et Lamar. Lamar. Puis Lamar. Jacques Lamar. Là, vous n'aviez gagné 4. Là. Ouais. Ça voulait dire gros en tabarnouche. Ça. Puis Ben, je pense désolé. qu'on avait le club encore, malgré le départ de Jacques Lemaire et Dryden, je pensais qu'on avait le club encore pour aspirer 5 ans. Parce que moi, personnellement, je pense j'aurais aimé ça, égaler le record des années 50, c'est Ouais. sûr. Mais Vous vouliez le 5e. moi, personnellement, je pense que le départ de Ken Dryden, ça a été lui qui nous a fait le plus mal. On vient de raconter comment vous étiez des héros, comment c'était fort. Moi, là, il me semble que dans les années 76, la Coupe Stanley contre les Flyers de Philadelphie, c'est celle-là qui a été la plus explosive. À la parade. À l'époque, vous n'étiez pas sur des chars allégoriques, vous étiez dans des corvettes, hein? C'est ça, 2 par corvette. Moi, comment ça se fait qu'au coin de Saint-Laurent, t'étais plus là, Pointu? La magie! Non, ce qui est arrivé, c'est que après, disons, c'était pas ma première Coupe Stanley. J'avais appris ça de mon ami Jean-Claude Tremblay. J'ai eu l'occasion de jouer une année avec Jean-Claude. J'ai appris beaucoup avec Jean-Claude. Et t'as appris, Je crois que j'ai devenu un meilleur joueur à avoir eu la chance de jouer avec lui. Et à un moment donné, on avait fait un petit détour vers la rue Crescent. Parce qu'à un moment donné, après avoir été à l'Hôtel de Ville, signé le livre 3-4 fois, souvent c'était de la répétition, il n'y avait rien d'excitant. C'était plus excitant d'aller sur la rue Crescent. Fait que justement, cette année-là, c'était avec mon ami Yvon Là, Lambert. M. Lapointe, là, Allez-y. mon ami Pointu, t'es menteur. Ah oui? Moi, j'ai Oui. gagné 4 coupes. Oui. 76, 77, 78, 79. Je me suis rendu une fois à l'Hôtel de Ville. Tu m'as fait peur. Là, tu m'as fait peur. Je pensais à ton nom, t'as pas des registres. J'ai signé en 79. Alors, en 76, 77, 78, Tu t'es jamais rendu. on a bifurqué Comment je à sais-tu? quelque part. Je peux pas dire que c'est moi qui étais ton influence. Ben oui. Ah ben, C'est parce que les gars, ils pensaient que l'hôtel de ville était sur la rue Crescent. On marchait au pouce. On partait du vieux forum dans dans l'hôtel. le temps, la C'était rue au c'est ça. pouce. Puis là, ben, Guy m'a... Toi, Jean-Claude Tremblay, t'avais initié. Initié. Moi, Pointu m'a initié. À un moment donné, il a dit... Puis là, il était là, Yvon, tu vas voir les bartenders sur Sainte-Catherine, ils sont tous dehors avec les cabarets, la bière. C'est vrai Fait aussi. que là, j'allais aux toilettes souvent. Chercher un verre là. Puis on avait notre petite caisse de 24, on avait un chauffeur incroyable. Oui. Alors, il connaissait Lambert Lapointe. Alors, C'était avait la des fête. provisions. On avait des provisions incroyables. C'est pour ça qu'on ne se rendait pas à l'hôtel de ville. Est-ce que les 4 Coupes Stanley pour vous autres, collées, là, ben, toi, c'est 3. Ouais. C'est-tu votre plus haut fait d'armes, d'un sens? Moi, personnellement, de 75 à 80, ça a été les plus belles années d'Yvon Lambert. Ça a été les plus belles années dans ma vie. Excepté peut-être le moment où mes filles sont venues au monde, mais ça, c'est juste une journée. Mais personnellement, de jouer avec un gars comme ça, puis là, en plus, t'as une bonne gang de gars. T'as des Lapointe, Savard, on s'est tiré à Épute, Mario Tremblay, Régent Hood, Bonnet Larac. C'est sûr qu'on gagnait. Puis quand tu gagnes, parce que j'ai vécu un petit peu la défaite avec les Sabres de Buffalo. Quand tu vas ailleurs, là, c'est là qu'on réalise, maudit qu'on a eu du fun. OK. On a été choyés, ça n'a pas de bon sens. Puis encore une fois, hey, partout qu'on allait, tout le monde était après Ah, lui. c'était terrible, hein? Mais on en bénéficiait, nous autres aussi. Tu sais, quand quelqu'un louait un bateau pour aller... On embarquait dans le bateau aussi. C'était pas juste la plage. C'était pas juste- Non, mais Flower, il nous invitait tout le temps. C'est Des fois, il y sûr, avait une mais il y a tout le occasion, temps un gars Guy, là, d'équipe. tout le temps. Il Guy, invitait tout le ah! monde. Moi, y aller si les Une gars autre viennent avec affaire, moi. ça. Ils ne pouvaient pas toujours venir prendre une bière avec nous autres au Carabinier après. Ils faisaient une réunion par année. Ils disaient aux boys, après un voyage, on arrivait à Montréal,
les gars, dites à vos femmes, Ah ben, c'est... on va avoir un pension plan meeting. un meeting, un plan de pension. Puis là, ils louaient deux Ça, notre suites. pension pas grosse. On n'en parlait pas! On n'en parlait pas! Alors, il louait 2 suites au Ritz. Après la pratique, on s'en ça. allait là. Là, il y avait de la bouffe, de la bière pour tout le monde. Puis juste avant que le party pogne puis l'euphorie, Guy nous disait, les gars, c'est ma manière de vous dire merci. Je peux pas être avec vous autres à tous les jours. C'était sa façon de dire, hey les boys, si je compte 50 buts, 60 buts, mais c'est grâce à Shot, la maille, la pointe, ça va tout le monde, l'équipe. Comme Yvon mentionne, je te mentionnais plus tôt encore que dans le milieu de août, j'avais hâte d'arriver au camp d'entraînement. Puis si on va loin un peu des débuts de Guy aussi, si on se rappelle, les camps d'entraînement, c'était pas comme aujourd'hui, 3 jours. On arrivait au camp d'entraînement pour se mettre en condition. Je me rappelle, j'arrivais au camp 7-8 livres. Puis moi, ce que je me rappelle de Guy beaucoup, autant qu'il a eu une carrière extraordinaire, qui était talentueux, tout. Puis j'ai une chose, une qualité, autant j'aurais aimé avoir tout son talent, mais une qualité que j'aurais aimé avoir. Moi, j'arrivais, ça me prenait 2 semaines de mettre en forme. Lui, la première journée, il était prêt à jouer la saison. C'est un phénomène. Je sais pas moi ce qu'il faisait. Puis il n'a jamais changé. Guy, c'est un fait. Je veux dire, il n'a pas patiné l'été, il mettait patin. T'aurais dit demain matin, on commence la saison. Lui, il était prêt. Et moi, je n'étais pas prêt. Je peux te dire ça, ça me prenait des 15 jours. Il n'était pas notre capitaine, mais il était notre leader. Alors, on était tellement contents quand il comptait de partout. Il était dangereux, il était électrisant. Alors, il comptait de partout. Nous autres, on était contents. On gagnait. Steve shot 50, 60 buts. On était contents. Steve se mêlait pas plus qu'il faut avec nous autres. Mais, puis il parlait pas trop dans la chambre, lui non plus. Mais ça a de glace, il était tellement important. Alors, nous autres, on savait qu'on était des bons joueurs de hockey, on était une bonne gang d'équipe. Mais on comptait sur ces 2 gars-là, en principal, surtout les jeux de puissance, puis quand on tirait de l'arrière. Parce que si on tirait de l'arrière par 1 ou 2 buts à la 3e période, on n'était pas paniqué, là. Non. Dans ce temps-là, on n'était pas paniqué du tout. On savait qu'on était pour rentrer dans la chambre 9 fois sur 10 avec la victoire. Puis pendant qu'on dormait Alors- la première période, puis la deuxième période, Ken Dryden faisait les arrêts-clés. C'est ça. Puis à la troisième, le trio de Flower arrivait, puis là, il comptait les buts. Aujourd'hui, tu vois les salaires des gars, ils font n'importe quoi. Puis ça nous dérange un petit peu. On rêve un peu, on aurait aimé ça faire ces montants-là. Veut dire, je suis sûr que Guy, la même chose. Mais il y a une affaire que Guy, c'est l'occasion, et peut-être qu'il peut avoir une réflexion là-dessus. Bien, lui, il est overpayé, n'importe quoi. Lui, je n'ai pas vu beaucoup connaître des mauvais matchs, même s'il n'y avait pas de points, n'importe quoi. L'effort était là tous les soirs. Je peux te dire ça énormément, pas parce qu'il est là, c'est un fait. Disons, pour nous autres, c'est un sens de motivation, puis qui élevait le cran de l'équipe aussi. Faut pas oublier aussi les clubs qui venaient jouer au Forum, là. Je veux dire, puis je parle à des anciens joueurs qui viennent nous voir. Je veux dire, écoute bien le plan de match, la première période, là. On reste en arrière, puis on sort 1-0, on est content, puis tout ça. Ils respectaient le talent offensif qu'on avait. C'est la façon que nous autres, on les intimidait par notre talent. Pas comme les Flyers dans le temps, eux autres, c'était des bras, si tu veux, Exactement. qui les intimidaient. Fait qu'ils venaient jouer au Forum, puis c'était juste la première période, faut tenir sa tête. Fait que nous autres, c'est sûr qu'on avait un certain talent, mais on n'était pas pressés, comme tu veux, comme on était sur la route. Il y a une autre affaire que évidemment, j'ai continué, moi, j'ai vu d'autres clubs du Canadien. Vous aviez une entraide qui était, tout en respectant la vie personnelle, là, mais les gars disaient, si t'as besoin d'un coup de main ou viens coucher chez nous, ben... On était unis là-dessus, pas autant dans la chambre, veut dire, juste pour refléter un peu l'esprit d'équipe qu'on avait, veut dire, on connaît Guy, il dirait quand quelque chose à dire qui ne gêne pas, mais on est des amis, n'importe quoi, même dans la chambre. À un moment donné, disons que ma game était plus ou moins bonne. Guy aurait pu se lever et dire, pointu, si tu fais, ça ne tente pas à soir. Ben oui, mais tu sais, c'est une façon, on se parlait direct là-dedans, avec un respect mutuel. Tu sais, c'était pas. Parce que je pense qu'en étant à tous les jours, 10-12 gars après la pratique, prendre une bière, tu sais, après 1 ou 2 bières, les gars relaxent un peu plus. Tu sais, un Doug Riceborough, Bob Gainey, après... mais il venait de temps en temps, puis tu te parles. Puis là, quand tu fais ça à tous les jours, tu te connais de plus en plus. Puis là, quand tu as une défaite, bien là, ça jase un peu plus.
Yvan Cournoyer, après une défaite, Yvan, là, qui était notre capitaine, « Hey, les gars, faut se parler. » Tabarouette, on en parle un match. En plus de ça, On en parle un. En plus de ça, sur la route, les compagnons de chambre, c'était tous des gars qui jouaient ensemble sur le même trio. Là. Ouais. T'étais deux par chambre. Qui étaient Moi, connectés. j'ai eu Steve Schott comme compagnon de chambre pendant 9 ans de temps. Là. Exactement. Yvon est avec eu Mario. Bonnet. Moi, j'ai eu Dryden, c'est une commissaire avec le goaler. Je payais le room service pendant 7 ans. J'avais hâte de changer de roommate, mais c'est pas grave, je veux dire. Toi aussi! Ah, les histoires sont connues, hein? Bien, au début, c'est que quand tu rencontres quelqu'un, d'abord, on s'est rencontrés, il était au début de sa carrière. Moi, j'étais hôtesse de l'air. Tu réalises pas que tu maries. Premièrement, il était connu, mais très peu, tu sais, pas comme aujourd'hui. Puis tu réalises pas, finalement, dans quoi tu t'embarques. Tu sais, c'est un couple, un homme, une femme, c'est pas une carrière que tu maries. Alors, non, tu réalises pas. Puis là, une fois que tu es dedans, ah ben là, c'est pas toujours facile. Puis plus qu'ils deviennent... Mais tu sais, Guy a joué à une époque aussi où le Canadien, c'était l'équipe qui gagnait tellement souvent la Coupe Stanley. Que tu peux pas toujours être à l'aise avec ça, parce que veut pas, la popularité change les gens aussi. Guy, par contre, ça ne l'a pas changé. Il est toujours resté un homme humble, un homme qui est bien avec tout le monde, mais quand même, ça change. Alors, c'est pas toujours évident à vivre avec quelqu'un de connu. Mon père, le jour de mon mariage, m'a dit « Tu sais que tu maries une vedette, puis ça sera pas facile. » Mais naturellement, on n'écoute pas tout le temps nos parents. Hein? Je crois qu'on était dans les séries éliminatoires où on commençait. Et puis, à un moment donné, Guy a eu un appel de Jean Béliveau, lui disant qu'il y avait un problème. Alors, nous autres, on a tout de suite pensé à un échange. Mais c'était loin de ça. C'est que il y a quelqu'un qui les a prévenus que Guy pouvait être kidnappé pour qu'il ne puisse pas jouer certains matchs. Alors, moi, j'ai eu de la difficulté à croire ça. Je trouvais ça un peu même drôle. Puis je me disais, ben voyons donc, c'est impossible ça, voyons donc. Et puis finalement, bien, quand je me suis ramassée à la maison avec des policiers, puis des systèmes d'écoute, puis des armes, bien là, j'ai réalisé que finalement, c'était vrai. Guy, le Canadien, c'était sa vie, c'était ce qui venait en premier pour lui. On a eu beaucoup de discussions, Guy et moi, où je trouvais que la famille aurait dû être en premier. Mais pour lui, c'était impensable. C'était vraiment, pas sa carrière, mais de jouer au hockey pour le Canadien de Montréal, là, ça doit être le rêve de tout jeune garçon de cette époque-là, là, qui aime le hockey. Je pense que c'était la décision à prendre. Il ne pouvait plus continuer. Il n'y avait pas d'autre issue. Il ne voulait pas l'échanger. Alors, il ne pouvait pas aller terminer sa carrière ailleurs. Donc, il n'y avait pas de choix. Donc, pour Guy, ça a été difficile, mais c'était comme la conclusion de sa carrière, de sa pensée à ce moment-là. Mais le coup a porté lorsqu'ils l'ont remercié quelques semaines ou mois après, j'oublie. Quand il est arrivé à la maison, j'étais après faire un gâteau. Je me souviens comme si c'était hier parce qu'il est rentré. Puis il m'a regardé, mais il ne parlait pas. Alors là, j'ai dit, oups, il se passe quelque chose. Et puis là, il m'a regardé, puis les larmes sont venues aux yeux, puis il m'a dit, ils m'ont congédié.
Et puis, ben là, on s'est assis tous les deux, puis on n'a pas parlé pendant un long moment. J'ai vu mon mari démoli 3 fois dans sa vie. La première fois, c'était ça, cet épisode-là. Le deuxième, c'était l'arrestation de Marc. Et le troisième, quand ils ont porté des accusations. Et ces 3 événements-là l'ont profondément marqué. Il y a quelqu'un qui lui a dit qu'il ne serait jamais capable de faire un retour au jeu, puis c'est ce qu'il ne fallait pas dire à Guy. Quand ça s'est allumé, là, c'était comme la flamme olympique. Il n'y avait rien à faire pour éteindre ça. Ça a été un grand bonheur de partir pour New York, qui est une ville extraordinaire. Je pense que Guy a pu peut-être finir en beauté sa carrière. Puis quelqu'un qui s'est tant dévoué dans sa vie, qui a eu la chance de pouvoir vivre ça. C'est incroyable. Tu sais, quand tu dis que tu as joué pour le Canadien tout le temps, tu jouais contre les Nordiques. Tu sais, des fois, c'est un peu le monde à l'envers, là, tu sais. Ça l'a fait du bien, d'autant plus que Québec, c'est tellement une belle ville. On était bien, on était contents d'être là. Mes enfants ont adoré. On n'en garde que de bons souvenirs, finalement. Alors, il a été très présent avec Marc, étant donné qu'il y avait de grandes difficultés. Je pense aussi que Guy pouvait comprendre Marc peut-être plus que moi. Tu sais, quand on a un enfant qui a de graves problèmes, et ça depuis la naissance, c'est très, très difficile parce qu'il n'y a pas beaucoup d'aide pour ces enfants-là. Puis, tu dépenses énormément d'énergie. Et puis souvent, ce qui arrive avec le temps, c'est que tu abandonnes parce que tu deviens tellement démuni, tu ne sais plus quoi faire. Puis, encore là, je peux dire que c'est Guy qui est toujours resté près de Marc, parce que moi, je me suis éloignée à un moment donné. C'était trop difficile. Et puis, de voir que tu appuies ton enfant, puis que tu te fais accuser au criminel, c'est difficile. Puis non, je pense pas qu'on va sortir de ça. Il va falloir apprendre à vivre avec, finalement. Guy n'abandonnera jamais Marc. Puis il va toujours être là pour l'aider. Son plus grand souhait à Guy et à moi-même et à son frère Martin, c'est qu'il puisse avoir une vie normale et puis être heureux. C'est tout ce qu'on... c'est le seul but de Guy. Comme quand le soleil flash sur la glace, camouflé dans les yeux de chacune, l'élément blanc promène l'espoir. D'un coup de patin, la rondelle noire va droit au but. C'est pas la moitié d'un demi-dieu, embouté comme de la musique, debout sur ses lambris comme du feu, devant ses patins le disque
jusqu'au but. Il photographie ça à 1300 pieds d'altitude. Il s'appelle Yves Tremblay. Il fait ça depuis 6 ans. C'est l'histoire d'une passion qui est devenue véritablement une industrie. On a commencé en 1992 au Mont Offord. Ça fait déjà 19 ans, bientôt 20 ans. Lors d'un tour d'hélicoptère offert par la montagne. Un pilote d'hélicoptère voulait offrir un cadeau d'une photo d'un chalet d'un de ses amis. Et c'est de même que la belle aventure de Photo Hélico a commencé. On a commencé par des photos de résidence, un peu au même Magog, North Atlee et en Estrie. Et plus le chalet était gros, plus la personne qui le possédait avait des entreprises, puis voulait aussi des photos de ces entreprises. Alors c'est là que la demande a grossi de bouche à oreille. Ça vous a surpris la demande pour ce type de photos au Québec? Absolument. J'ai vu l'évolution en 15 ans de la richesse québécoise qui s'est agrandie en voyant les cascades, Bombardier, Biscuits Leclerc prendre de l'ampleur. Ils voulaient des photos aériennes de leurs usines qui se faisaient de plus en plus nombreuses. Il y a vraiment un intérêt, puis de montrer le commerce. Voici notre Canadian Tower à Beauport, ou voici notre Sobeys à Gatineau. C'est très utile pour les gens de l'extérieur et de montrer leurs avoirs au Québec. Voilà, au retour, les maisons d'été des riches célèbres du Québec vue des airs. Plusieurs sont situées en Estrie, près du lac Memphremagog. Le photographe aérien Yves Tremblay nous montre ses châteaux cachés après la pause. On offre de la photo aérienne à basse altitude et également à haute altitude oblique, c'est-à-dire qu'on va faire des prises de vue nord, sud, est, ouest. On fait des photos d'événements, ce qu'on appelle des photos aériennes synchronisées. On va arriver à un moment précis, à un endroit précis. Comme un mariage, par exemple? Comme un mariage, comme une fête, comme un festival, comme un débarquement, le dépôt d'une poutre. Il peut y avoir toutes sortes de raisons pour amener un hélicoptère à un moment précis. Et non seulement on prend la photo de l'événement, mais également son environnement et également des gros plans sur soit les mariés, soit la poutre ou soit l'endroit précis qu'on doit prendre. On a vu aussi des photos de Photo Hélico, de groupes d'employés qui faisaient des chiffres. C'est vous qu'on demande, ça? Oui, en anglais, on appelle ça les People Aerials. C'est des logos humains et on doit avouer que Photo Hélico a une bonne renommée internationale à ce niveau-là. C'est de regrouper le plus grand nombre de possible d'employés et de former un chiffre ou un logo. Alors, ça motive énormément les troupes au niveau des ressources humaines. Imaginez vos 200-300 employés qui forment le logo Cascade, où on a fait Bel Hélicoptère. Ça doit être difficile à organiser, tout ça? C'est beaucoup de planification. Ça prend de la logistique au sol avant, 2-3 semaines avant, mais on a des endroits déterminés pour chacun des employés. On détermine selon le nombre d'employés qu'on a et à quel endroit également va être l'hélicoptère. On fait le design avec des logiciels et on place tout le monde avec un micro et on rend ça dynamique. Et quand tout le monde est prêt, on leur demande de ne pas bouger. Je m'en vais à l'hélicoptère, on décolle, on prend la photo, puis là, je leur envoie un beau bye-bye quand c'est tout fini, puis tout le monde m'envoie un beau bye-bye. Alors, on a une photo un peu plus statique ou une photo un peu plus éclatée. Vous avez fait un documentaire avec Guy Lafleur. Comment vous avez trouvé ça, travailler avec le Démon Blond, qu'on connaît surtout comme joueur de hockey, mais vous l'avez surtout connu comme pilote d'hélicoptère? C'est une légende vivante. C'était très agréable. On a passé 2 demi-journées à planifier le tournage et en fait, il s'en allait en train de Montréal à Toronto au Temple de la Renommée. Et nous, en hélicoptère, on avait comme mandat de le suivre en hélicoptère en filmant le train. Et ça fut une expérience vraiment enrichissante, vraiment merveilleuse. Une autre scène était que lui était dans un hélicoptère aux commandes et que nous, on était dans un autre hélicoptère et qu'on filmait le décollage et on filmait, lui, Guy Lafleur, aux commandes d'un hélicoptère.
tout ça dans une convivialité vraiment agréable. C'est tout un bonhomme vraiment chouette de travailler avec, de partager. C'est quelqu'un qui est simple, qui n'est pas gênant. Oui, très, très accueillant, très gentil. Et ça fut vraiment une belle expérience. Puis Photolico est très fier d'avoir contribué à l'histoire de sa vie, ce documentaire. Well, Quebecer Yves Tremblay loves taking pictures from helicopters, and his peers love Yves Tremblay. They have just named one of his aerial photographs the best in the world. Alan Johnson went along for the ride on one of Tremblay's latest assignments. It's another day in the air, and Yves Tremblay's camera is in top shape. Vous avez gagné plusieurs prix, vous tournez, vous prenez des photos de commerce, même à l'extérieur, aux États-Unis, un peu partout au Canada. Quel est l'avenir de Photolico? Est-ce qu'on peut aller plus loin encore? Ah, absolument, c'est international. On est allé 3 fois à New York, on a fait San Francisco, Las Vegas, on arrive de Houston, il faut retourner à des shoots à Cleveland. On se promène beaucoup, on couvre surtout le Québec, la Nouvelle-Angleterre et un peu l'Ontario. Mais la relève est là, alors on continue de prendre l'expansion, puis je pense qu'on a créé une belle entreprise qui va rester pour longtemps. Vous êtes un peu un success story, vous êtes parti à votre propre compte. Quels sont les conseils aux gens que vous auriez à donner aux gens qui veulent s'en aller en affaires? Est-ce qu'il faut avoir les reins solides, il faut aimer ce qu'on fait? C'est quoi votre secret, vous? C'est d'être passionné, c'est d'être convaincu, et lorsqu'on est convaincu de sa passion, ça devient contagieux. Je me rappelle qu'au début, il y avait juste moi qui y croyais et mon épouse, puis elle me faisait confiance, puis les gens me demandaient qu'est-ce que je vais faire en hiver, est-ce que je vais en vendre assez ou en prendre assez des photos pour vivre de ça. Et puis ça s'est confirmé. Moi, je dirais que peu importe votre intérêt, votre passion, c'est d'y croire, puis un coup que vous êtes convaincu, c'est de foncer. Alors, bon succès pour les prochaines années. Merci beaucoup, Yves Tremblay. Merci beaucoup.